Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous ai ramené un petit engin assez sportif et plutôt sympa de chez Toyota. La GR Supra, ils ont appelé ça GR puisque le département Gazoo Racing s'occupe maintenant de tout ce qui est sportif. Mais la Supra, on l'avait déjà essayé en version 2 litres et boîte automatique. Cette fois-ci, on passe sur la version 3 litres, 6 cylindres, biturbo et surtout la boîte manuelle avec un nouveau travail du châssis de cette voiture et on va voir ce que ça donne puisque je l'avais déjà essayé rapidement pour ceux qui ont regardé la vidéo où j'avais essayé toute la gamme GR au col de Turini. Toyota nous avait privatisé le col de Turini, c'était juste incroyable. Vous pouvez taper mécanique sportive GR par exemple, vous allez tomber sur les vidéos à la montagne, c'était incroyable. Donc là je l'ai repris pour pouvoir me faire un avis un petit peu plus homogène sur cette voiture et l'essayer un petit peu plus longtemps également. Comme d'habitude, on fait le tour de la voiture, je vous donne les spécificités de cette auto, on reparle un petit peu en général de la voiture, intérieur, extérieur, ensuite on essaye sur tout type de route et on va se faire plaisir même à la fin sur des petites routes assez sympas comme vous avez pu le voir. Hop, hop, hop. Pendant que je vous tiens, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide énormément pour vous créer ce type de contenu, je vous en remercie énormément, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. La GR Supra, elle existe en deux motorisations, donc le 2 litres turbo 258 chevaux, donc ça c'est un 4 cylindres, et ce 3 litres biturbo 340 chevaux, issu de chez BMW. Pour ceux qui savent, effectivement, cette voiture, c'est en gros une BMW Z4, mais avec une carrosserie de Toyota. Toyota, par contre, avait pris le petit pas un petit peu au-dessus sur cette version, puisque justement, ils sont passés en boîte manuelle. Chez BMW, il n'y avait pas de boîte manuelle, et le châssis, ils l'ont affûté un petit peu plus pour la rendre encore plus sympa et plus dynamique. Et j'avoue que, comparé par exemple à la 2 litres, le châssis est beaucoup plus sympa. On a le différentiel autobloquant à l'arrière, ce qui permet de se faire quelques glisses, et surtout avoir un comportement sportif beaucoup plus sympa. La première version, elle commence à partir de 53 600 €. Actuellement, puisqu'il y a 5 000 € de réduction, sinon elle est 4 000, puisque sinon elle a 57 600 €. Et pour les versions 3 litres, c'est un petit peu plus cher. Actuellement, elles sont à 69 300 €. Pour les versions boîte manuelle, 71 600 € pour les versions boîte automatique. C'est un petit peu plus cher sinon sans les réductions. Donc deux versions pour les 3 litres, soit la 6 manuelle, soit la 8 vitesses automatique. Ensuite, il y aura deux packs, le pack normal de base et le pack premium. La voiture aujourd'hui en est équipée avec ses sièges spécifiques et surtout cette boîte manuelle a quelques éléments spécifiques. 340 chevaux, au roue arrière, différentiel autobloquant, on va pouvoir s'amuser. Le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 6 pour la version manuelle et 4 secondes 3 pour la version boîte automatique. Donc on perd un petit peu juste le temps de passage rapport puisque effectivement les boîtes automatiques, maintenant ça se fait en un dixième de seconde. Au niveau de la taille de cette voiture, elle fait 4,38 m de long, 1,85 m de large sur 1,29 m de haut et ça joue à 5 mm près selon la version. Au niveau du poids, on a un poids réparti parfaitement en 50-50. Ça veut dire la moitié du poids sur l'avant, la moitié du poids sur l'arrière, ce qui lui donne un équilibre parfait en conditions sportives. Il parle aussi du chiffre d'or, c'est le chiffre entre la longueur de l'empattement et la largeur de la voiture, c'est 1,55. C'est le chiffre pour avoir le meilleur équilibre sur une auto. Donc 1600 kg sur cette voiture, c'est moteur avant et propulsion. Pour moi, ça, c'est la définition du kiff. Il ne manquerait plus qu'il fasse une version cabriolet. Bon, là, c'est la version Z4, effectivement. 52 litres d'essence on peut mettre et au niveau du rayon de braquage 11 mètres. Ça tourne correctement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais comme on a la propulsion, désactive le SP, ça tourne sur place. Au niveau de la direction, on a une direction variable selon la vitesse, ça joue pas mal, on a un bon ressenti, on a une direction assez ferme mais surtout très précise. Au niveau des couleurs, il ne nous reste plus que 5 couleurs. Des fois, il y a des petites éditions spéciales, par exemple des gris. Le jaune a été retiré du catalogue français, malheureusement. J'en ai discuté avec Toyota. C'est dommage parce que je le trouvais magnifique, ce jaune. Au niveau des jantes, on a le choix entre du 18 ou du 19 pouces. Et au niveau des sièges, on aura le choix entre 4 sièges à l'intérieur. Bon, je reviens rapidement sur le tour de la voiture, mais vous la connaissez normalement. Première chose qui nous frappe, c'est le toit bombé. Ici, on le voit vraiment, un petit peu comme les voitures de course, comme si on pouvait vraiment grappiller quelques petits millimètres, mais en même temps, je pense que ça doit guider un petit peu plus les flux d'air pour l'amener à la queue de canard à l'arrière. Ensuite, on a un long capot bien plongeant jusqu'au logo Toyota ici, et ça, on reprend les formes de chez Toyota avec cette partie arrondie avec le logo.
bien sûr cette fois-ci pas de bleu sur le logo puisque pas d'hybridation du tout sur ce 6 cylindres. Il me semble que même la version 2 litres, il n'y a pas du tout d'hybridation. Ensuite on a ces longs phares avant ici là qui sont énormes avec trois parties à l'intérieur qui sont dédoublées, donc on a 6 lentilles plus l'éclairage d'intersection sur le côté. On a des fausses entrées d'air, alors c'est dommage qu'ils n'aient pas poussé le vis un petit peu plus loin en se disant bah, on va faire des vraies entrées d'air sur le côté qui auraient pu se fondre dans les arches de roue. Une lame ici plutôt jolie peinte en noir mat et ensuite tout est peint bien sûr, pas de plastique disgracieux apparent. Sous ce capot on retrouve donc le 6 cylindres 3 litres juste avec un gros cache, mais il est d'origine BMW, c'est le 3 litres biturbo qu'on retrouve sur beaucoup des modèles sportifs. C'est celui qu'on retrouve sur toutes les versions 30i chez BMW qui est là. Sur le côté, c'est là où je trouve cette voiture vraiment la plus frappante et le design là, waouh! La Toyota Supra, vous savez depuis quand ça existe? Je ne savais pas que c'était si vieux, mais c'était 1978. La Supra Mark I. Avant ça, il y avait une autre voiture sportive de chez Toyota. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez le nom de cette toute première réelle sportive Toyota. Ensuite, la Supra Mark IV qui a vraiment démocratisé le nom de Toyota Supra, c'était dans Fast and Furious avec la orange là de, je ne sais plus comment il s'appelle, de Vin Diesel, je ne me rappelle plus de son nom, Toretto, je crois que c'était lui, qui a fait que la Supra Mark IV, elle a vraiment pris un tournant différent et aujourd'hui ça vaut une fortune, surtout si on veut le vrai 2JZ. Et celle-ci est arrivée en 2019, donc ça commence à faire quelques années qu'elle est sortie. On n'en voit pas tant que ça malheureusement sur la route et puis en France elle écope d'un petit malus, surtout cette version avec le gros moteur. 4,38 m de long, ça reste plutôt compact, hein, pour se faire une idée, c'est plus compact qu'une Porsche GT4 RS par exemple, qui paraît assez petite le Cayman. 50-50 sur le poids, comme je disais, donc on a du 19 pouces aujourd'hui, on a des gros étriers sur l'avant, on a un bon mordant, c'est puissant, ça reste un petit peu endurant quand même. J'ai pas essayé vraiment sur circuit, mais j'ai pas eu de soucis particuliers, en tout cas même à la montagne, je l'avais poussé un petit peu, ça tenait super bien. On est équipé en Michelin, des pilotes super sport sur cette version, on a une très bonne accroche et puis Michelin ça reste quand même pour moi une référence, hein. J'en ai essayé quelques autres. Dans quasiment toutes les conditions, il reste vraiment au top. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite lèvre sur le côté pour pareiller les jantes directement. Sur le côté, on peut voir ces lignes ici, donc celle-ci qui repart là, qui remonte et qui vient faire le bombage de l'aile, avec une sorte de fausse entrée d'air également. On a des poignées de chez BMW, clairement, c'est ce qu'il y avait à l'époque chez BM. Et ensuite, quelque chose de très bombé, et ce que j'aime beaucoup là, c'est cette arrière avec cette sorte de petite queue de canard. On n'a pas d'essuie-glace sur la vitre arrière, elle est très inclinée, mais ça là, ça a vraiment un côté sexy. C'est une voiture sportive, mais elle n'est pas trop basse, donc on peut le voir ici au niveau de la garde au sol. Alors je n'ai pas le chiffre exact, mais ça passe des dodanes sans problème, on n'est pas obligé de ralentir vraiment à 5 km/h. Je ne sais pas vous, mais les 3/4 arrière, j'aime de plus en plus, et je trouve que là, c'est quand même vraiment réussi, hein. C'est rare les voitures qui soient belles de l'avant, belles du côté et belles de l'arrière. Souvent ils se disent l'arrière, bon, j'ai l'impression qu'ils bossent l'avant et pas trop l'arrière. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont même travaillé encore plus l'arrière que l'avant. Avec tous ces éléments, ça fait vraiment des parties 3D. Waouh, j'aime beaucoup. Plein arrière, là on peut voir également que la voiture est assez basse. Moi je fais 1,80 m, mais on sent tout de suite le caractère sportif. Cette partie qui se relève, le badge Toyota, Toyota Supra avec le Supra marqué en rouge dessus sur un fond chromé. Les feux à LED ici, tout est peint, pareil sur le diffuseur, tout est peint, on a le petit rappel GR ici de Gazoo Racing, et ensuite cette partie avec tout le diffuseur en mat. J'avoue, j'aurais bien aimé peut-être qu'on puisse avoir des options un peu plus haut de gamme, puisque à ce niveau de prix, par exemple avoir du carbone, ça aurait pu être très sympa. 2 échappements sur les côtés et un phare ici en plein milieu, avec cette finition un petit peu Formule 1 d'il y a quelques années. Je trouve ça vraiment sympa. Au niveau du coffre, alors ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour le coffre nulle part. Vous êtes obligé d'aller soit dans la portière, soit à la clé. Et j'avoue que des fois, quand on a la clé rangée dans le manteau, c'est pas forcément pratique. Au niveau du coffre, on a vraiment de la place, c'est généreux à l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coffre, en plus, on y a accès directement de l'intérieur. On peut voir un petit peu plus loin, profondément, on a 2 gros haut-parleurs ici qui sont là pour les basses. Et puis, je vous connais parce que vous n'êtes pas content à chaque fois que je rentre pas dedans. Hop. Donc voilà, la profondeur du coffre. Ici, c'est pas forcément le plus pratique pour rentrer un Ico. Mais je pense qu'en me débrouillant bien, ça pourrait passer. Si je mettais la tête de l'autre côté. Bon, on va te faire du sport à chaque fois.
crois qu'à un moment, il va falloir que j'aille voir un ostéo. Je commence à me faire vieux, moi. Ah. Hop là. Bon, je vous présente rapidement l'intérieur et ensuite on va l'essayer. Ah, je ne vous ai pas montré la clé. La clé, c'est clairement une BMW, sauf qu'ils ont changé le logo ici et ils ont gardé tout le reste, tout pareil. Allez, l'intérieur. Donc la poignée ici, comme je vous disais, cette sorte d'entrée d'air qui élargit vraiment la voiture de ce côté. L'intérieur. Donc déjà quand j'ouvre, je tombe sur ce badge ici, Supra. C'est toujours dur de vous montrer ça à cause des réflexions. Toyota Supra. Ensuite, la porte avec cette partie couleur des sièges. Ici, tout est moussé, c'est plutôt bien fini. La sono JBL avec des ronds. Ici, la poignée, verrouillage, déverrouillage de la voiture, un autre haut-parleur. Ici, le petit bouton pour le coffre là qui est bien caché. Et on ne peut pas mettre de bouteille ici sur les côtés. Le siège, on peut mémoriser 2 positions. Voilà à quoi il ressemble. Plutôt enveloppant, à la fois enveloppant et confortable. C'est un siège de voiture GT, c'est pas une vraie sportive. Par contre, on retrouve ici 3 pédales avec le pédalier aluminium et ça, par contre, ça fait plaisir. Ensuite, on découvre un intérieur, clairement, une BMW. Alors, je vais me reculer au maximum et regardez les enceintes ici, on les voit vraiment avec le coffre. Au niveau du volant, voilà à quoi ça ressemble. Un volant bien rond, des touches ici pour le régulateur, des touches ici pour la musique et les médias. Par contre, ensuite, dès qu'on va derrière, ça vient de chez BM, ça également. Le compteur, on va voir, regardez, quand je vous la démarre, clairement, hop, c'est embrayage, débrayé, voilà. Donc on peut voir que la typographie, etc., tout vient de chez BMW. On a le look de la Z4, oui, de la Z4 puisque c'est pareil, mais de la Supra. Mais c'est pareil, on voit que c'est un dessin fait comme chez BMW. De ce côté-là, pareil, on retrouve les éléments de chez BMW. Pour les phares, mode auto, on peut tout avoir réglé ici. L'affichage et l'éclairage de nuit et cet écran, c'est clairement ce qu'il y avait chez BMW également à l'époque. On peut voir que c'est pas tout récent et que ça a pris quand même un sacré coup de vieux, mais ce qu'on demande à cette voiture, c'est plutôt le côté plaisir plutôt que technologique, puisque j'ai même pas l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Warning ici, les aérations, là on a un bandeau qui va jusqu'au bout. Pour ça, toujours ça comme on connaissait à l'époque, avec le son. Le son est plutôt bon avec les enceintes JBL. Ensuite, tout le bloc lim, ça c'est bien par contre qu'ils aient laissé en physique. On a les sièges chauffants sur 3 positions pour moi et pour mon passager. Hop, la climatisation. Où est-ce que je vais me faire ventiler? Un petit peu plus bas, chargeur par induction. Ici, un câble USB type A pour pouvoir connecter mon téléphone, mais que je connecte pas au final puisque ça fonctionne pas. Une partie carbone ici, vraiment jolie. Pareil, on peut voir que là c'est bien remonté, on a une belle finition, franchement c'est plutôt pas mal, c'est moussé un peu partout, les surpiqûres sur le tableau de bord. Et ici on peut voir la boîte manuelle qui est la chose la plus importante de cette voiture. Et vous allez le voir, avec le talon de pointe automatique, ça devient vraiment plaisant et on se prend vite pour un pilote. Ça, c'est la touche avec les raccourcis, le frein de stationnement, désactiver le start and stop, le mode sport. Alors regardez, vous êtes prêts? Attention, là on est en mode normal. Là, on est en mode sport. Mode sport, mode normal. Il n'y a quasiment pas de différence. Pas de clapet à l'échappement ou autre. Juste un petit peu plus de réactivité à la pédale accélérateur. Ensuite, désactiver les bip bip de parking, désactiver l'ESP. J'appuie une fois, ça me met contrôle de traction activé. Donc, en fait, non, c'est désactivé. Et si je reste appuyé, donc je crois qu'il faut y rester appuyé 5 secondes, cette fois-ci, ça me met le VSC off et ça me dit conduite sans fonction de stabilisation, intervention, freinage, direction pour l'assistance de conduite désactivée. Ça veut dire que là, cette fois-ci, tout est désactivé et la voiture peut partir n'importe comment. Juste ESP off, c'est juste contrôle de motricité. Et là, on peut se faire quelques petites glisses légères, mais quand on désactive tout, là, on peut vraiment partir en cacahuète si on souhaite ou faire vraiment de la glisse. Donc, ce petit bouton ici, le plus important. Ensuite, un accoudoir avec double porte-gobelet et un petit rangement juste ici. Dommage qu'il ne s'ouvre pas, ça aurait été pratique. Et des fois, on a le coude qui vient taper là lorsqu'on passe les vitesses ou qu'on est dedans. Bah, par exemple, là, je suis là. Donc, j'aurais bien aimé que ce soit fermé par contre. Les sièges, je vous ai montré, l'intérieur, là-haut, les petits pare-soleil. Et c'est vrai que quand on met le pare-soleil, regardez, il reste que ça d'espace entre le volant et le pare-soleil. Rétroviseur est pareil ici, on a peu d'espace, mais bon, look de voiture sportive et vraie voiture sportive. Pareil, quand on est à l'intérieur, le point de vue ici, voilà à quoi ça ressemble lorsque vous allez conduire.
peut voir qu'on a des gros rétroviseurs, on a une bonne visibilité dedans. C'est plutôt plaisant. Et on a une boîte à gants juste ici. Voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a pas mal de papier dedans, mais c'est pas hyper spacieux. Bon, allez, il reste plus qu'à l'essayer. Let's go, c'est parti. Bon allez, c'est parti avec cette Toyota Supra en version manuelle. Là ici, là, ce petit truc qui vient se balader comme ça, fait plaisir. Alors le débattement est tout petit, c'est hyper agréable. Je vais fermer les fenêtres. Et ce qui est top, c'est qu'on a ce 6 cylindres, donc on a cette douceur, cette onctuosité du 6 cylindres. On peut rouler bas dans les tours et c'est hyper plaisant. Alors on sent tout de suite que c'est un petit peu plus vieux que les voitures ultra modernes, même s'il y a quand même des écrans partout, mais on sent en fait au niveau de l'interface que c'est pas tout récent, mais après c'est pas très grave. Moi cette voiture, c'est pas forcément ça que je lui demande. Et puis le talon pointe automatique là dès le début, bah ça c'est quand même très cool. On a le start and stop. Moi ça me dérange pas le start and stop, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, moi j'aime bien, puisque clairement la consommer de l'essence à l'arrêt comme ça, ça me sert à rien, et je suis pour le start and stop. La voiture, on sent qu'on est dans un environnement sportif, le pare-brise, là, ce petit endroit, et puis ces sièges et cette sonorité quoi. Déjà, même en étant assez bas dans les tours, il y a une petite sonorité sympa. On peut changer avec deux sonorités, on peut avoir du son dans les haut-parleurs. Mais déjà à la cool, là je suis en mode normal. C'est très sympa. Et surtout, en fait, le plaisir de cette voiture, ça va être son moteur. C'est ce qu'on ne retrouve pas sur le 4 cylindres 2 litres. Alors, le 4 cylindres 2 litres est franchement sympa. Hein. Là, j'ai l'aide au démarrage en côte, puisque boîte manuelle, c'est toujours plus pratique. Ça existe même sur les boîtes automatiques. Cette onctuosité du 6 cylindres, le 3 litres, là. Et c'est le 3 litres de chez BMW, puisque c'est exactement le même moteur que sur la Z4. Donc même dès 1500 tours, c'est coupleux, ça tourne bien rond, il n'y a pas de vibration bizarre, il n'y a pas de toc 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 toc, ça y va quoi, c'est tout. Et même pour la ville, en fait, ça a ce côté agréable. Puis ce petit talon pointe là, ça vous allez voir tout à l'heure sur les petites routes, ça va être beaucoup plus sympa. Là j'ai l'infotrafic qui me dit véhicule en panne un peu plus loin. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le CarPlay, tout ça comme j'aime bien, donc je laisse mon téléphone un petit peu plus bas. Après on a très petite visibilité ici, mais les rétros sont gros, ça cache une grosse partie. Mais on est dans une voiture sympa quoi. On en oublierait un petit peu ces petits défauts quand on n'a pas l'habitude de ces voitures. Après on s'y fait très bien. Après, l'avantage d'avoir des gros rétros, c'est qu'on voit bien ce qui se passe derrière. Après, normalement, c'est rare qu'on se fasse doubler. S'insérer sur du un petit peu plus roulant. Enfin, j'espère, puisque tout à l'heure, c'était totalement embouteillé. On a une direction avec un petit peu de fermeté. Et oui, effectivement, c'est totalement embouteillé, mais on peut quand même se mettre un petit... Ah, c'est sympa. Je suis à peine à 3000 tours, ça monte jusqu'à 6005. Je pense qu'on va se faire plaisir et... Il y a une petite sonorité sympa quand même. Bon, je vous reprends quand ça roule parce que là ça va pas être rigolo. Là ça roule un petit peu, enfin je suis sorti des bouchons après une demi-heure dedans. Hein. Je me dirige vers les petites routes plus sympathiques et pour ça il faut prendre un petit peu d'autoroute, mais autoroute parisienne où ça roule pas tant que ça. Hein. Donc là je suis à 70 en 6ème, 70, je suis à 1600 tours minute à peu près. Comme je disais, ce qui est bien c'est qu'avec ce moteur, c'est que même bas dans les tours, si j'ai besoin, ça relance. Là j'étais un petit peu en montée, enfin c'est coupleux. Il y a tout ce dont on a besoin avec ce moteur. Clairement il y a l'onctuosité, la puissance, le couple. Et on va voir tout à l'heure s'il y a ce côté rageur qui va être vraiment plaisant sur une petite route de campagne. À 90, je suis à 2000 tours pile poil. En 6ème, ce que je peux faire, c'est également mettre mon régulateur. Alors, j'ai pas le régulateur adaptatif sur celle-ci. Boîte manuelle, ça change un petit peu, donc on n'a pas forcément toutes les options qu'on a sur une version en boîte automatique. À
90, on a quand même pas mal de bruit de roulement, même à 70 un petit peu, ça remonte, puisque surtout on a le coffre qui est ouvert directement, donc tous les bruits qui remontent dans la caisse, eh bien ça ressort par là. Donc ça, d'un côté, pour le côté confort au quotidien, c'est un petit peu moins bien, mais pour le côté sportif, dynamique, et quand on va vouloir se faire plaisir, ça va être mieux, puisqu'on va mieux entendre la résonance de l'échappement qui va venir de l'arrière, du silencieux qui va résonner dans le coffre, et également des bruits de roulement, ce qui va donner une ambiance un petit peu plus bruyante. Lorsqu'on va rouler fort, c'est un petit peu ce qu'on veut. Parce que c'est le problème qu'on retrouve avec les voitures électriques, c'est quand on roule fort, on n'a pas de bruit. Alors que là, justement, on va avoir ce petit côté supplémentaire et qui est amplifié justement par le fait que ici, il n'y ait pas de cloison qui sépare ou de siège à l'arrière. C'est 110 ici, donc je relance un peu en 6e. Franchement, il y a du coup, ça relance super bien. Là, je suis passé de 90 à 110. Donc là, je suis à 110 km/h. 110 km/h, je suis à 2500 tours. On entend toujours pas mal de bruit de roulement. Donc l'idéal, ça va être de se mettre un petit peu de musique. En plus, j'ai la sono JBL et le son est franchement bon. On a un petit peu de bruit, quoi. Le bruit moteur quasi inexistant, on ne l'entend pas, il est vraiment étouffé par les bruits de roulement qui viennent surtout de l'arrière. Après, même à 110, on a une voiture quand même très directe, sans qu'on ait une suspension ferme. Ça s'appuie un poil, mais c'est quand même assez incroyable. On sent que le châssis était revu sur cette voiture, que la suspension a été rigidifiée, que il se passe vraiment quelque chose comparé aux versions qui étaient en boîte automatique. Cette boîte manuelle, il y a vraiment eu un step au-dessus et ça fait du bien. Et puis même là à 100, si je remets pied dedans, donc je turbocharge un peu, mais ensuite je suis déjà à 115. Il y a vraiment quelque chose. Et toujours le rev matching. Et ça relance franchement bien. 3. Ça marche bien. Alors, ça reste une voiture récente, donc forcément on garde du confort, des bruits d'échappement qui sont pas mal réduits à cause des silencieux et autres. Et il faut vraiment faire attention au compteur parce qu'on va vite aller beaucoup trop vite par rapport aux limitations françaises avec cette voiture, puisque ça reste quand même bien confortable. Et la puissance, c'est pas brutal, donc ça monte, ça monte, ça monte. En fait, ça monte constamment jusqu'à des vitesses assez hautes. Bon, j'arrête ce blabla. Je vous reprends sur les petites routes de campagne, parce que clairement, le but avec cette voiture, c'est de s'amuser un petit peu. Comme d'habitude, le petit bout d'autoroute. Ce que je vais faire un... Là, je m'en mets pile poil à 90. Je vais faire un 90-130 reprise en 6. Le panneau 130 est là, donc je suis à 90. Allez, full gaz. 95. Le turbo se m'a soufflé. 110. 125, 130, 135 même. Donc on voit que ça relance bien, même en 6. On n'a pas besoin de tomber un rapport pour doubler. Clairement, ça va bien. Allez, je vais rester à 130. À 130 km/h. On est quasiment à 3000 tours pile poil. À 130 km/h, alors, ce qui est bien à 130 km/h, c'est que j'entends un petit peu moins les bruits de roulement. J'entends un petit peu le bruit moteur cette fois-ci. Très légèrement les bruits aéros. Mais j'ai l'impression, alors peut-être qu'on joue un poil, mais je préfère rouler à 130 qu'à 110 en fait. Parce qu'à 130, j'entendais pas du tout le moteur, là j'entends un petit peu. Le 6 cylindres tourneront bien. Il y a une petite sonorité simple et agréable. Et ça masque un poil les bruits de roulement. Et niveau aéro, j'entends quasiment pas les bruits aéros. Là au niveau de la console, ça me dit que je suis aux alentours des 8 litres à peu près à 130. Ce qui reste plutôt correct pour une voiture de 340 chevaux et surtout un 6 cylindres 3 litres. Non, c'est plutôt agréable. Franchement, pour faire de l'autoroute, c'est pas mal. Moyenne à 6,5 litres au final en traversant un petit peu toute l'île de France, ce qui est plutôt correct. Alors je roulais tranquille, à la cool, comme vous avez vu, il y avait un petit peu de tout, du 70, 90, 110 et un bout de 130 sur la fin. Ça reste plutôt correct. J'ai roulé vraiment cool parce que je sais que à partir de maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Je vais d'ailleurs passer en sport ici. Quand je passe en sport, ça me désactive
le start and stop, et je peux passer en affichage sport qui ici me donne la puissance, le couple que j'utilise, ce qui peut être sympa. On a toujours donc ce talon pointe automatique. Il y a une voiture qui arrive, donc je vais juste faire gaffe. Ici, petite route. Ouh. Ah oui, on sent que l'arrière emmène un petit peu. Il y a le SP qui est laissé activer ici pour pas forcément se tuer. Ici, on est sur une route très bosselée. Et j'avoue qu'on sent que c'est confortable, mais on a un petit peu de sensation quand même. Mais on garde quand même du confort. Par contre, la précision de la direction, je suis vraiment bluffé. Moi, c'est la direction, il y a eu quelque chose qui s'est passé dessus. Elle est extrêmement bonne, très précise. Le freinage, ça freine clairement bien. Il y a tout mon sac qui vient de valdinguer. Les reprises sont bien, elles sont agréables. On a du couple, comme je disais. C'est ça le plus important pour moi sur une voiture, c'est le couple. Et ça repart bien. On va vite, dis donc. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont le moteur monte dans les tours. Et le... Enfin, je sais pas si vous avez entendu, je me tais, je vous fais écouter. On commence à aller très vite. Et en fait, ce moteur, il continue et on passe les rapports et il continue. Et en fait, il a jamais envie de s'arrêter. On a presque envie d'aller jusqu'à la VMAX comme ça. Et même en quatrième, dans les tours, ça pousse. Et ce que j'adore, c'est le drive matching. C'est elle qui fait le talon pointe automatique. Et il y a vraiment du couple et de la puissance. En fait, le moteur, il est clairement plein. Il manque peut-être un petit peu de brutalité. On sent que le turbo, quand il arrive, ça souffle. Peut-être j'aurais mis une petite reprog là-dessus. À mon avis, ça doit être incroyable. Envoyer un petit peu plus de pression au turbo. Bon, après, là, le but, c'est d'avoir la voiture la plus fiable possible. Mais il y a de quoi se faire largement plaisir, clairement. Et la direction est folle. 0 à 100, c'est parti. Donc, on est en boîte manuelle. Donc, on monte un peu dans les tours. Et... il se passe quand même un petit quelque chose. Allez. Donc, ça marche bien. 100. Ça marche bien, hein. C'est un petit peu plus rapide en boîte automatique. On a 3 dixièmes de différence avec quelqu'un qui est très bon et qui passe rapidement. Ça marche bien. Franchement, c'est bien sympa. Et je vais vous faire un 100 à 0. Ça s'arrête quand même bien aussi. Franchement, les warnings qui s'activent, ça peut repartir. Alors, donc là, on a l'ESP de désactiver. Activer, ça aide énormément, sinon. Une pression sur le bouton et la voiture devient beaucoup plus joueuse. Ça reste une propulsion. Donc là, on peut faire de la glisse, drifter. Et puis, je pense que ça, là, au championnat de France de drift, j'aimerais bien en voir une. Je me dis que ça pourrait être très sympa avec ce look et ce côté japonais, quoi. Ce serait fou, non? Bon, vous connaissez tous le fameux test bon point. J'adore ça à chaque fois, là, le talon pointe automatique. C'est un petit peu comme quand on a sur une boîte de vitesse automatique cette montée en régime qui est vraiment sympa. Donc là, si j'arrive en tournant comme ça, donc là je suis à bon rythme déjà, j'ai un bon maintien dans les sièges, on a un bon train avant. Franchement, ça tient bien. On va assez vite. La voiture est hyper bien équilibrée. Elle est en 50-50 au niveau du poids. Et ça permet en fait de faire... elle est vraiment très stable. Et on sent l'arrière qui s'emmène un poil si on met un petit coup de gaz. Si on relâche, non, pas vraiment encore. Ça tient incroyablement bien. Attends, c'est ouf. Et si je désactive un petit peu l'ESP, je reste en 2. Donc on peut voir que ça tient vraiment bien. Et par contre, là normalement, si je mets un petit coup de gaz, on a l'arrière
qui s'emmène. Par contre, on va quand même avoir un petit contrôle de traction qui va faire en sorte que l'ESP, enfin ils appellent ça le V, parce que si je reste appuyé ça me désactive tout, ils appellent ça le VSC. Donc si je reste appuyé ça désactive totalement tout. Par contre si je glisse un peu et qu'il commence à se passer un peu n'importe quoi, juste ESP off, la voiture elle se dit attends, je veux bien patiner un petit peu mais fais pas n'importe quoi. Donc soit on désactive vraiment tout, soit on juste l'ESP, c'est juste le contrôle électronique de traction. Donc il faut faire la différence entre ESP et VSC. Bon, on va aller se faire des petites routes sympas, mais en tout cas en virage là je suis assez impressionné, ça tient vraiment bien. Allez, on arrive sur ma petite route préférée ici où il y a vraiment de quoi s'amuser. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de virages, donc on va tester le châssis. On se le fait première allée à la cool, de façon dynamique tout de même. Mais la précision de la direction, c'est incroyable. Et j'avoue que j'aime beaucoup. On emmène vraiment le train avant où on veut. Je l'avais essayé au col de Turini, cette voiture. Je l'avais trouvée folle. Ça faisait longtemps que j'avais pas une voiture qui a ce genre de direction en fait. C'est très précis. On n'oublie pas que c'est le châssis en même temps qui est partagé avec la Z4. Donc BMW ils font déjà des châssis très dynamiques et ils n'auraient pas pu se permettre de ne pas faire quelque chose de bien. Donc, la Supra là ils ont retravaillé, ils ont fait encore mieux que l'ancienne Z4. Les accélérations sont franchement très agréables. Et moi ce qui me bluffe là c'est vraiment cette tenue de route, ce châssis, cette direction, ce train avant. Ça enroule très très légèrement et je roule sur le couple et je roule pas vraiment fort là, même si on a un bon rythme tout de même. Mais en fait on s'en rend pas compte, on roule vite sans le faire exprès. Et c'est vraiment le truc avec cette voiture, c'est on peut aller vite sans vraiment le faire exprès. Et elle vous donne envie quand même d'aller chercher un petit peu plus loin. Et comme c'est assez bien insonorisé, on a envie d'aller chercher un petit peu de son, un petit peu de bruit. C'est le petit côté qui manque à cette voiture. Parce que voilà, ça marche, on sent que on est quand même emmené vers l'arrière et on voit le compteur qui monte assez rapidement, mais il manque la petite touche sonore quand même. Par contre l'avantage de ces voitures, ça reste toujours de pouvoir faire ce genre de bêtises et là tout déconnecté, ça devient vraiment très fun. Et là c'est fait pour, clairement. Et j'adore, clairement. Très bon joujou quand même hein. Ça envoie un peu hein. Oh, j'avoue que le châssis est incroyable. Ça freine bien, mais en fait, elle reste bien à plat. Ça tient vraiment bien. Et là, j'ai tout désactivé. Ça permet de rendre la voiture très joueuse. C'est bien marrant, hein. Franchement. Là, il y a quelqu'un devant. Et j'adore cette route parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vite et on respecte les limitations de vitesse. Merci à la personne qui a fait cette route en gardant des limitations assez hautes et de pas avoir mis 30 km/h quoi. Mais waouh! Et je trouve que le plus sympa c'est toujours de se le faire sur la montée. Oh la vache! Et l'arrière qui s'emmène vraiment bien. Un petit peu sur les freins également, mais surtout sur les power slides. Donc ça veut dire les accélérations en sortie de virage. Et qui arrive parfaitement, ça se trompe jamais. Et
j'adore. C'est ça le vrai plaisir en même temps. Et je trouve ça vraiment cool. C'est ce dont on a besoin pour une voiture sportive. Bon, je vous en remets un petit coup. J'adore. Et déjà les bruits se réduisent un petit peu, mais il reste quand même du bruit. L'avenir est électrique. Alors l'électrique c'est bien parce que les sensations sont folles dans le corps, mais il manque le petit côté auditif et une petite ligne là-dessus et ce serait vraiment cool, vraiment. Bon alors, la Supra, on choisit quelle version si on doit choisir une? La version 2 litres, elle est bien limite comme petite voiture plaisir, balade pour quelqu'un qui veut pas trop de chevaux, pas trop de puissance, mais avoir une voiture avec un look sympathique. Celle-ci, au niveau de la motorisation, rien à voir. On a beaucoup plus de couple, on a le 6 cylindres qui est hyper agréable. On a des consommations raisonnables, hein. On tournera entre 9 et 12 litres sur une moyenne, même en attaquant un petit peu. Après, on peut monter à 15-16 litres en attaquant vraiment plus. Mais moi, sur mon essai, j'étais aux alentours des 10 litres, ce qui reste plutôt correct. Il manque un peu de caractère quand même à cette voiture niveau sonorité, surtout la sonorité, puisque en fait on a un très bon châssis, on a un bon freinage, on a un bon moteur, il y a tout ce qu'il faut, mais il manque un petit peu de son. La voiture est plaisante, elle a un look qui ne laisse pas indifférent, les gens se retournent, et c'est vrai que comme on en voit peu, les gens se disent « Waouh !» et quand ils voient le logo Toyota, ils se disent « Ça a bien changé la Prius ». Effectivement, ça a bien changé. Le département Gazoo Racing, eh bien, il fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, Gazoo Racing avec la GR86 qui est très fun, la GR Yaris qui était excellente, et ça aussi, ils savent faire des bonnes voitures. N'hésitez pas à me dire laquelle vous prendriez d'ailleurs entre ça ou une autre de chez Toyota, et est-ce que, si vous cherchez une voiture plaisir, est-ce que vous seriez plutôt à prendre la BMW Z4 ou celle-ci? Moi, j'avoue que le côté exotique de celle-ci me plaît bien, étant donné que tout le reste, c'est BMW. Je me dis que on a quand même ce gage BMW, ce côté un petit peu premium, un bon châssis, et même d'ailleurs celui-ci est un petit peu plus affûté, mais BMW vient de sortir la nouvelle Z4 restylée, il faudrait que j'essaye ça pour voir ce que ça donne, et surtout, l'avantage de l'autre, c'est qu'elle a l'avantage cabriolet. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le cabriolet, mais là, on a l'avantage du toit en dur et d'avoir le vrai look coupé. Ah, c'est un choix difficile, je ne saurais pas trop quoi choisir. Bon, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000 sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le type de voiture que vous voulez que j'essaye ou la prochaine. Allez, ciao!